vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Alors, on va revenir sur le travail, cette notion de la valeur travail. Beaucoup de Français n'ont pas envie de retourner au bureau. Alors, à partir de lundi, vous le savez, l'école va être obligatoire. Certaines entreprises ont demandé à leurs salariés de revenir. Il se trouve que moi, j'ai discuté avec un psychiatre avant-hier qui me disait « Je suis absolument sidéré de voir le nombre de mes patients qui me demandent des arrêts de travail, qui sont angoissés à l'idée de retourner travailler, qui étaient finalement assez bien dans cette bulle de télétravail ou de chômage partiel. » On va en parler ce matin et on attend vos réactions, vos témoignages, 0826 300 300. On va en parler avec Jean-Claude Delgen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du cabinet Technologia. Vous avez publié Idées reçues sur le burn-out aux éditions Le Cavalier Bleu. Vous connaissez évidemment très bien le monde de l'entreprise. Sylvie Brunet est en ligne avec nous. Bonjour. Ah, elle n'est pas là. Et Christophe Nguyen, psychologue du travail, il arrive également. Alors, Jean-Claude Delgen, vous faites le même constat. Comment vous expliquez finalement cette espèce de révolution dans les esprits où on a été très bien pendant ce confinement? Alors, il y a deux réponses, si vous me permettez. La première réponse, c'est que déjà, on a une quantité extrêmement importante de personnes qui ont été mises en chômage partiel ou en congé maladie pour garder les enfants durant la période. Puisque vous avez à peu près en France 29 millions d'actifs, vous retirez 3 millions, je dirais, de personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous tombez à 26 millions. Sur ces 26 millions, vous avez à peu près plus de 13 millions de personnes qui ont été en chômage partiel ou en arrêt maladie. Vous avez 6-7 millions qui ont continué à travailler et vous avez, disons, un peu plus de 5 millions qui étaient en télétravail. C'est ça à peu près les grands chiffres, hein. Bon, à quelques mesures près. Donc, en fait, ça s'est jamais vu dans l'histoire. Pour des raisons, je dirais, y compris de civilisation et d'éthique, on a arrêter, je dirais, l'économie pour préserver la santé des plus faibles. Et en fait, on n'a jamais été confronté à ça. C'est toujours la question de savoir, si vous me permettez, est-ce qu'il faut donner de l'argent aux gens lorsqu'ils ne travaillent pas? C'est une vieille question. Hein. Oui. Ça remonte, par exemple, à Athènes, 450 ans avant Jésus-Christ, Périclès, qui était mis en cause pour ses grands travaux, parce qu'il venait de faire construire, je dirais, l'Acropole et puis le Parthénon, était mis en cause par les Athéniens, et il disait procurer de l'aisance à une multitude d'ouvriers ne peut pas se faire sans compensation, et donc il est normal qu'ils travaillent. Vous voyez, donc sinon on tombe dans l'oisiveté ou la paresse. C'est toujours le même débat. Et donc on est devenu paresseux? C'est le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est comment en fait recréer une dynamique nouvelle au travail, comment réengager tous les salariés. Ça ne peut se faire qu'à travers le dialogue social, qu'à travers la compréhension des facteurs de vulnérabilité qu'ont vécu les gens. Ce qui vient de se passer, c'est, je dirais, inédit. Et donc, on ne peut pas faire comme si c'était simplement un lundi après un week-end. On a 3 mois d'inactivité. Les gens, il faut les remettre au travail, donc en les responsabilisant, en étant aussi compréhensifs au départ dans les problèmes qu'ils ont vécus. Certains ont perdu des proches, d'autres ont été vraiment traumatisés. Donc, il faut intégrer ces facteurs de vulnérabilité, et il faut surtout s'appuyer sur les délégués du personnel qui doivent parler, y compris aux salariés, pour leur demander de reprendre l'activité. C'est ça laquelle. Mais c'est peut-être pas aussi facile que ça, parce qu'avant d'entamer le dialogue, alors on est en ligne avec Sylvie Brunet. Bonjour. Vous êtes une ancienne DRH, députée européenne du parti Renaissance, du mouvement Renaissance, et Christophe Nguyen, psychologue du travail, président du cabinet Empreinte Humaine. Alors peut-être c'est vers le psychologue que je vais me tourner sur ces manifestations de peur, d'angoisse, de retourner sur son lieu de travail. Oui, tout à fait. Alors, on a réalisé une étude après le déconfinement qui a montré que malgré la grande confiance qu'ont les salariés envers les mesures sanitaires mises en place par leur entreprise, ils sont à peu près 1 sur 2 à considérer que le déconfinement est une source de peur et aussi de détresse psychologique. Et en tant que tel, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer aussi cette peur du retour. Que je peux expliquer si vous voulez. Oui. Il y a tout d'abord, je pense, un contexte anxiogène global et quelque part le manque de clarté qu'il y a pu avoir autour des mesures sanitaires
On parle des tergiversations autour des masques. Est-ce qu'ils étaient utiles ou pas aujourd'hui? Et alors qu'en entreprise, on est plutôt dans un environnement très normé, sécurisé, où finalement, une certaine frange de population nous dit, des personnes qu'on accompagne, qu'elles préfèrent aller au travail aussi parce que dans la rue, dans les supermarchés, peut-être que la distanciation physique et le respect des règles sanitaires est moins appliqué. Alors que finalement, il y a aussi cette dimension, si vous voulez, d'anxiété qui est liée à la situation. Il y a aussi cette crainte de perte un petit peu des bénéfices liés au télétravail, le fait d'avoir plus de temps de concentration, de ne pas avoir les transports en commun. Et moi, j'ai un point de vigilance sur cette notion aussi de télétravail qui peut être vécu comme étant plus protecteur par rapport à une exposition au Covid. Et qui peut aussi, parce que ça a été mis en place massivement finalement comme une mesure de protection, une mesure barrière, on va dire cela comme ça, et qu'il faut faire très attention parce qu'on sait que la détresse psychologique peut générer des troubles, de syndrome qu'on appelle de stress post-traumatique, et qu'il faut que les gens finalement, parce qu'ils ont été confinés chez eux, et qu'on leur a dit finalement que les autres peuvent être une source finalement de danger, de contamination, et que chez soi, c'est sécuritaire, et que finalement, avec le déconfinement, on a vu les gens aller se déconfiner avec leurs amis, avec leurs proches, tout d'abord. Et là, il faut aller se déconfiner avec un inconnu supplémentaire qui est source d'anxiété, qui est les collègues, qui sont des collègues. Oui. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ne pas marquer, si vous voulez, le télétravail comme étant une forme de sécurisation psychologique, parce que pour réduire le risque de développer un syndrome de stress post-traumatique, il faut s'exposer graduellement, si vous voulez. Donc il faut retourner petit à petit au travail. Alors il y a aussi je vois un auditeur qui nous dit l'angoisse à bon dos quand même. C'est-à-dire qu'on est peut-être aussi gagné par la paresse. Sylvie Brunet, vous travaillez sur le télétravail, vous, au Parlement européen. Vous connaissez bien le sujet. On a entendu le gouvernement parler du télétravail et puis depuis quelques jours, on entend Bruno Le Maire dire ça ne doit pas être la règle. Et les entreprises sont même dans un très grand flou elles-mêmes. Elles ne savent pas si elles doivent encourager, pour des raisons plus ou moins économiques d'ailleurs, le télétravail. Écoutez, c'est un sujet qui s'est posé comme d'autres conséquences de la Covid-19 dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, il y a eu une première étude faite par l'agence Eurofound sur les travailleurs qui a montré qu'un salarié sur 4 dans les 27 États de l'Union européenne ont pour la première fois télétravaillé avec cette crise. Ils n'avaient jamais télétravaillé avant. Et en France, on est dans la moyenne. Donc, voilà, c'est un peu une découverte. C'était... Dans beaucoup d'organisations, on en parlait. Et là, ça a accéléré sans doute un besoin d'organisation en partie en télétravail. Mais je rejoins ce que disait à l'instant Christophe Nguyen, ça ne peut pas être la norme complète. Et en plus, c'est vécu individuellement différemment selon les personnes. Voilà, donc ça peut être utilisé de façon bénéfique dans les organisations, mais n'utiliser que le télétravail, non. Et puis, ça doit être un objet de dialogue social, parce que d'une entreprise à l'autre, d'un établissement à l'autre, on va avoir des situations différentes. Donc, ça relève pour moi vraiment du dialogue social dans l'entreprise. Oui. Et si je peux compléter sur la paresse, excusez-moi, la paresse est aussi anxiogène, elle est aussi angoissante. Ça peut s'apparenter aussi à une forme de procrastination. Et je pense qu'il faut être très vigilant sur ces termes et qui peuvent être aussi stigmatisants pour des personnes qui finalement font ce qu'elles peuvent, Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même... Alors Jean-Claude Delgenne, sur les risques du télétravail, nous avons fait une enquête durant l'été qui a fait un peu grand bruit puisqu'on a démontré, y compris les usages abusifs du chômage partiel par certains employeurs, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à la fois des avantages, ça a été rappelé, mais aussi de graves inconvénients. L'on sait que quand vous êtes en télétravail plus de 2 jours par semaine, vous avez un délitement du lien social, vous êtes exposé, je dirais, à un appauvrissement, vous êtes moins en connexion avec, je dirais, le lieu stratégique de l'entreprise, là où vous avez des informations, là où vous avez y compris de la formation sur le tas. Et en fait, quand vous
vous êtes à plus de 2 jours de télétravail par semaine, vous êtes en risque de quitter l'entreprise dans les 2 ans qui suivent. En fait, il faut vraiment faire attention lorsqu'on parle de télétravail. Pourquoi ? Parce que les variables changent. Il y avait le télétravail avant la crise, ça concernait à peu près 1,8 million de salariés. Pendant la crise, on est passé un peu plus de 5 millions, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 3. Et aujourd'hui, on parle de soit, je dirais, être dans un télétravail illimité. Bon, il faut faire très attention. La question, elle est essentielle, c'est de véritablement permettre aux gens de se réengager dans le travail pour protéger leur emploi. On ne peut pas continuer très longtemps à être tous, y compris pour les employeurs, parce que la créativité, je dirais, en matière de télétravail est très souvent remise en question. On n'a pas la même richesse, on n'a pas les mêmes... Donc, quand on est à 2 jours par semaine, on bénéficie à la fois des effets, je dirais, bénéfiques. Hein, ça a été dit, l'empreinte carbone, on évite les transports en commun, moins de fatigue, on peut gérer, y compris les contraintes familiales. Et on bénéficie aussi, je dirais, on évite les inconvénients. Et les inconvénients, c'est aussi la délocalisation des activités. Parce que si tout le monde est en télétravail, demain, on va avoir la fuite des emplois vers d'autres pays, avec des écarts de salaire qui sont importants. Que vous soyez en télétravail à Lyon ou à Tunis, à Tunis ça coûte 4 fois moins cher. Donc il faut faire très attention. Donc le télétravail. Alors ce que je veux dire pour terminer sur le sujet, c'est que le télétravail aussi, et ça, c'est très important. Source d'angoisse. Source d'angoisse parce qu'il y a à peu près 1/3 des salariés, nous on l'a vu dans l'étude dernière que nous avons menée, 1/3 des salariés ont été oubliés. C'est-à-dire qu'ils sont tombés en fait dans l'inactivité totale, sans être appelés, sans être mobilisés. Et donc ces gens-là ont été un tiers à peu près. Donc ça veut dire que tous ceux, dans les 5 millions et quelques, 1/3 des gens qui ont été complètement oubliés, qui sont sortis des radars. Et ces gens-là sont dans un risque énorme parce que on les a pas appelés. Le bore-out, c'est l'ennui. Là, c'est l'ennui, l'impression d'être inutile. Et puis l'incertitude. S'ils n'ont pas été appelés, ils ne sont pas utiles. Comment on va faire au retour? Est-ce que j'aurai un job? Comment ça va se passer? Je discutais dernièrement avec un chef d'entreprise, il me disait que, alors bon, c'est lui qui me disait ça, hein, c'est pas moi qui le pensais, il me disait qu'il tournait à 40% d'effectifs et que la boîte, globalement, fonctionnait très bien. Et donc, vous voyez, ce qui pèse aujourd'hui comme pression sur et quand vous êtes je dirais, avec un salaire moyen français à peu près à 1 700 € par mois, que vous avez un travail pénible, il faut pas oublier que 67% des Français sont avec un travail atypique. C'est-à-dire qu'on imagine le travail comme étant de 8 heures le lundi jusqu'à vendredi à 17 heures, mais c'est pas du tout ça. 67% des travail de nuit, travail de week-end, travail en alternance, en chaîne, etc. Et donc, les gens se disent pourquoi je vais reprendre aussi facilement alors que j'ai bénéficié d'une aisance que m'a donné, je dirais, le télétravail ou le chômage partiel. Donc, c'est important pour notre pays réenclencher une dynamique positive. Alors, et ça, c'est très difficile. On va en reparler. Et puis, c'est ça, c'est au-delà du sujet du télétravail. Est-ce que la Covid, n'a pas aussi fait relativiser les choses et le sens de la vie? Alors là, on rentre dans des choses plus philosophiques et le sens du travail, en se disant finalement, est-ce que mon boulot a un sens? On va en reparler avec vous dans un instant. 0826 300 300 si vous voulez témoigner. Merci à vous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio avec Jean-Claude Delgenne, directeur général du cabinet Technologia. Votre livre Idées reçues sur le burn-out est paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Sylvie Brunet, ancienne DRH et députée européenne Renaissance. Et Christophe Nguyen, psychologue du travail, président du cabinet Empreinte Humaine. Oui, je voulais qu'on revienne sur cette notion de ce que représente le travail et de la relativité qu'on a pu peut-être percevoir pendant cette période de Covid. Sylvie Brunet, vous qui avez été DRH, est-ce que le rapport au travail a pu changer et était de toute façon peut-être en train de changer? On a vu des tas de gens qui voulaient changer de boulot, on l'évoquait avec Jean-Claude Delgenne, ouvrir des maisons d'hôtes, et est-ce que ça n'a pas accéléré ce sentiment de détachement face au travail? Alors, pas forcément. Moi, je suis pas forcément certaine de ce point. Non, je dirais que la grande attention qu'il va falloir porter là dans les mois à venir, c'est que ça n'accentue pas un certain nombre d'inégalités que l'on avait de toute façon. Au fond, cette crise, elle n'a fait que mettre le doigt à accentuer un certain nombre de phénomènes qui existaient. Alors, on a vu tous les métiers en première
première ligne qui ont été mis en avant, qui n'étaient pas forcément, et loin de là, les mieux payés. Donc, parce qu'on parle du télétravail, on vient de parler du télétravail, mais on a aussi tout ce qui est service à la personne. Là, on ne télétravaille pas, hein, donc on est auprès des gens. Alors, j'insisterai aussi sur le fait que, du coup, beaucoup de femmes dans ces secteurs-là, on a vu donc, et d'ailleurs pour le télétravail aussi, on l'a pas souligné, mais beaucoup de femmes ont été plus, je dirais, dans un déséquilibre dans leur vie par rapport à cette forme de travail, parce qu'il fallait aussi gérer la situation familiale, les obligations, les enfants à la maison, tout en travaillant tant bien que mal. Donc moi j'ai la crainte que ça puisse creuser les inégalités, et donc il va falloir être très attentif à ce point. Ensuite, il y a toujours un peu le fantasme de se dire il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres au niveau économique. C'est vraiment l'analyse qu'on doit conduire au niveau européen avec les 14 grands écosystèmes pour voir écosystème par écosystème quels sont les plus touchés. Alors bien sûr on pense au tourisme, on pense même au secteur industriel comme l'automobile, la culture. D'autres sont pas ou moins touchés, et donc il y a un peu ce fantasme de se dire au fond, dans les secteurs les plus touchés, on va avoir malheureusement sans doute des pertes d'emploi, des soucis de reconversion en termes de compétences, mais ça va pas se faire comme ça, et pour aller diriger vers les secteurs qui vont le mieux marcher. Et ça se fait pas en 2 mois, en 3 mois. Il y a une notion de temporalité, je n'arrête pas de le répéter ici au Parlement européen, entre les mesures plus long terme sur la transformation écologique, digitale, où on va évidemment nous mener tout ce plan de relance autour de ça. Mais il y a l'urgence. L'urgence, c'est les plus vulnérables, c'est les jeunes. J'insiste aussi sur ce point. Il ne faut pas qu'on ait une génération sacrifiée là sur l'année à venir qui va avoir beaucoup de mal à trouver un premier emploi. Donc voilà, on a toutes ces questions qui vont se poser de façon vraiment drastique. Il faut se mobiliser parce que sinon on va avoir des personnes sacrifiées. Je vois monter aussi avec une grande inquiétude la grande pauvreté, l'aide aux plus démunis qui va devoir aussi s'accentuer. Mais le rapport au travail lui-même, non, je dirais au contraire, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes et peut-être ça a manqué. Parce que le travail, mais c'est aussi le lien social, on l'a dit, c'est les rapports humains, et dans les risques psychosociaux, il y a le manque de sociaux, il y a le manque de soutien social. Et de contact. Et de contact. Donc, et je dirais aussi que quand il y a eu tous ces premiers mois, on parlait sans arrêt des métiers utiles, et je pense que ça peut générer chez certains qui quand même télétravaillaient, bossaient, l'impression de se dire moi au fond je suis inutile quoi, je fais partie de ceux qui sont pas en première ligne. Ça a pu générer ça aussi. Donc chaque travail a son utilité, et puis dernier point. En Europe, on a quand même, j'insiste sur ce chiffre, 40% des actifs qui ne sont pas au niveau digital, qui ne savent même pas, qui sont pas équipés, qui savent même pas se servir d'internet. Ne l'oublions pas. On parle tous comme si tout le monde était à niveau. Et puis les zones blanches qui perdurent. Plus cette question. Donc on a un gros besoin d'investissement en compétences, en formation, qu'on va mener nous au niveau européen pour aussi investir sur les compétences, parce que sinon on creuse les inégalités, et ça c'est vraiment pour moi un très gros souci sur lequel on va devoir être attentif avec les syndicats, avec les collègues parlementaires et avec tous les États membres. Alors Christophe Nguyen, je voulais revenir avec vous. Donc vous êtes psychologue du travail, sur la question que je posais, à savoir ce délitement, enfin cette mise à l'écart du travail, cette mise à distance plus précisément de la notion de travail. Oui, alors moi je dirais que c'est pas tant un délitement de l'engagement qu'on peut avoir dans son travail, qu'on voit à l'œuvre, que plutôt un processus de résilience qui est inhérent, on va dire, à tout choc potentiellement traumatique, et qui passe par peut-être des nouvelles attentes vis-à-vis du travail. Par rapport à ça, on a vu dans l'enquête, on a mesuré ce qu'on appelle la croissance post-traumatique, qui est quelque chose qui est issu de la psychologie positive et qui permet de voir en fait le rebond psychologique que peuvent avoir les personnes qui ont été exposées à une situation potentiellement traumatique. Tout le monde ne va pas être traumatisé, mais
la grande majorité va changer. Et ce qu'on voit, c'est que quand même 60% des salariés disent qu'ils apprécient mieux la valeur de la vie en tant que telle. Parce qu'on a été confronté à des vulnérabilités sociales, économiques, psychologiques, et on voit que finalement ça a bouleversé, et on le voit dans les crises de vocation, on le voit sur les questions d'utilité et les attentes de reconnaissance aussi qu'on a. Et forcément, c'est pas neutre au niveau de l'entreprise. On voit aussi que 50% des salariés attendent que leur employeur les aide à mieux appréhender psychologiquement leur travail. Alors pas forcément avec des psychologues partout, mais plutôt d'avoir une approche d'accompagnement où la question du bien-être et de la sécurité psychologique va être centrale. Il y aura une attente sociale beaucoup plus forte vis-à-vis de ça. On voit aussi qu'il y a 33% des salariés, 34% qui disent qu'ils ont donné une nouvelle orientation à leur vie. C'est pas neutre, une nouvelle. Et donc, la question aussi de la relation et de l'importance donnée à la bienveillance, aux relations saines, et notamment au travail, va être fondamentale. Et quand on voit que finalement les gens disent, 4 salariés sur 10 nous disent que le déconfinement a créé des nouvelles tensions dans l'entreprise, parce qu'il y a des inéquités, on en a parlé là, mais concrètement au sein des entreprises, c'est une catégorie de personnes qui a été en chômage partiel, qui s'est sentie peut-être plus inutile, c'est un peu le message qui a été donné, vous êtes moins utile que peut-être d'autres personnes qui peuvent télétravailler, plutôt des cols blancs, et on voit que les cols bleus ont pu rester en première ligne en tant que tels. Donc on pense aux caissières, on pense à des gens, des opérateurs qui ne pouvaient pas télétravailler, par exemple, et qui ont été exposés, qui disent on a été confrontés, plus exposés à la mort d'une certaine façon. Donc c'est très important effectivement de bien accompagner ce déconfinement par la prise en compte du vécu. Il y a des techniques pour cela, il y a des façons d'attaquer le sujet, mais surtout il faut créer ce climat de sécurité psychologique. En termes de sécurité sanitaire, je pense qu'on est bien avec les protocoles. Au niveau de la sécurité psychologique, il y a beaucoup de travail. C'est moins d'une entreprise sur 2 qui sait ce que c'est en fait. Et je pense que même pour les salariés, il faut développer cette culture où chacun peut être acteur, mais prendre en compte qu'il y a des vrais mouvements de fond. Et c'est la résilience psychologique qui est inhérente à tout choc, ça j'en parlais, qui va créer ces nouvelles attentes. Il va falloir être très attentif. On voit même que la valeur de la santé va dépasser... va devenir centrale. Jean-Claude Delgennes. Ce que l'on voit bien, en fait, c'est qu'il y a une crainte sanitaire qui reste, en fait, dans les entreprises. C'est normal, avec tout ce que, je dirais, on a vécu au cours des 3 derniers mois, la peur, y compris d'une seconde vague. Et ce que l'on voit aussi, c'est la crainte du désastre économique et social qui vient, puisque, chaque année, on a 50 000 défaillances d'entreprises. Là, on va avoir un été meurtrier, il faut dire les choses comme elles sont, avec bon nombre de consolidations financières, souvent en passage devant le tribunal de commerce, des rachats, des apurements de dettes qui vont elles-mêmes, quand les créanciers ne seront pas payés, accentuer la difficulté des boîtes qui sont elles-mêmes encore debout. Donc on est dans une situation de très grande crainte. Et effectivement, un certain nombre de salariés se disent « Ouh là là, où je vais ?» Ça va être dur, ça va être très dur. Ça va être très dur. Alors, il y a ceux qui répondent en s'engageant, il y a ceux qui sont vraiment atterrés de la situation, et d'autant que parfois ils ont été totalement oubliés dans la période. Donc il faut remettre tout le monde au travail. Remettre tout le monde au travail, ça ne peut pas se faire sans le concours des médecins du travail, sans le concours des délégués du personnel, des représentants du personnel. Il faut parler à plusieurs voix et il faut y aller crescendo. Il faut vraiment remettre peu à peu la machine en route, et ça ne se fera pas en claquant des doigts. Ça ne se fera y compris qu'avec une vision, donner une vision de ce que ce sera l'entreprise, le service public. Est-ce que les entreprises le savent elles-mêmes? Et puis c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec Angelo qui dit on minimise le virus et on n'en parle plus du tout. Il y a quand même des risques. Absolument. Il y a quand même des risques et on en parle assez peu. Là on dit tout le monde retourne travailler. Absolument. Sauf qu'on entend aussi des médecins qui disent c'est pas fini. On voit ce qui se passe en Chine et je pense qu'il faut être extrêmement prudent et ne pas se précipiter. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, en termes de télétravail, favoriser l'extension du télétravail aux 5-6 millions qui l'ont connu, essayer de maintenir ça, mais le limiter à 2 jours par semaine, organiser des rotations, parce que le télétravail se pratique beaucoup dans les grandes agglomérations. Pourquoi? Parce que les gens veulent éviter les transports en commun. Donc, par exemple, en région parisienne, c'est là où il y a eu le plus de pratiques de télétravail par rapport, à la province. Donc, on peut très bien déjà trouver des méthodes d'organisation qu'il faut conserver sur le long terme, mais en évitant les dangers du tout
télétravail. Ça, c'est ça que je voulais dire. Deuxièmement, on peut très bien accompagner ce retour au travail en créant une dynamique collective. Il faut rechercher le réengagement des salariés par une dynamique collective. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que, en fait, vous êtes encore dans une logique top-down, c'est-à-dire vous avez les DG qui décident et tout descend en bas. Et on n'associe pas suffisamment les acteurs de terrain, les représentants du personnel à la définition de ce que ce sera demain. Et si on ne fait pas ça, on n'y arrive pas parce qu'on tétanise les énergies. Il faut remettre tout le monde, et donc tout le monde, ça veut dire avoir véritablement une coopération au plus près du terrain pour traiter les problèmes d'anxiété qui ont été évoqués, pour permettre de rassurer, pour prendre les bonnes mesures en termes de sécurité et pour dire on y va tous, on se serre les coudes et on peut effectivement faire face à l'avenir. Sinon, on aura un effet d'amplification. Vous savez qu'un salarié engagé, par exemple, il est 30 à 50 fois plus efficient qu'un salarié non engagé. Donc, il est très important de travailler là-dessus et de permettre à chacun de revenir. Voilà, merci à tous les trois. On a entendu votre message, hein, Christophe Nguyen, psychologue du travail. Retourner au travail, il faut affronter sa peur et y retourner petit à petit, se confronter à ce qu'on pense être un danger, puis ne pas hésiter à consulter. Merci Jean-Claude Delgennes, merci Christophe Nguyen et merci à vous Sylvie Brunet. On va se retrouver dans un instant pour commenter l'actualité, mais avant, nous avons notre gagnante et c'est Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour, comment allez-vous? Mais bien, et vous? Je suis super contente, je vous écoute tous les matins. Écoutez, merci de votre fidélité. Depuis les jours, je vous écoute parce que dans le Puy-de-Dôme, j'avais du mal à vous avoir avant. Et je vous ai découvert et du coup... Vous êtes là tout le temps. Écoutez, on est ravis de votre fidélité, ravis que vous soyez récompensés. Vous avez été tiré au sort et vous avez gagné donc un pass, 4 passes d'une journée pour le parc Spirou près d'Avignon. Vous avez des enfants? Oui, des petits-enfants. Des petits-enfants, ce sera parfait. Boule et Bill, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, tous les personnages de Spirou. Donc vous allez passer une journée formidable avec le parc qui réouvre samedi prochain. Merci de nous suivre Chantal. On se retrouve dans un tout petit instant.